La peur. Une émotion primaire que nous avons tous, ne serait-ce qu'une fois, déjà ressentie. Que ce soit lors de nos cauchemars, une expérience personnelle, devant un jeu vidéo ou bien face à un film. On a tous un film d'horreur en tête, que ce soit le masque cultissime de Scream, les gants dans les griffes de la nuit ou encore la tronçonneuse de Leatherface. Si ces personnages de fiction sont aujourd'hui entrés dans la pop culture, il y a bien une raison. Et ils ont tous, d'une certaine manière, réinventé le paysage horrifique. Mais si on devait retenir un seul personnage, une seule icône ayant marqué au fer rouge le cinéma d'horreur, ce serait Michael Myers. Si aujourd'hui Michael Myers est ce qu'il est, c'est grâce à un homme, un réalisateur de génie, John Carpenter. Alors, vous retracer sa carrière serait à la fois long et très dense, alors je vais essayer, je dis bien essayer, de la résumer au mieux et d'apporter des points essentiels pour comprendre l'œuvre et le personnage qui nous intéresse ici. Né en 1948, il découvre le cinéma très tôt, à 4 ans. Il regarde African Queen dans une salle de cinéma. À partir de ce moment, il sera obnubilé par cet art. Visionnant 2 à 3 films par semaine, il assiste à toutes sortes de projections. À partir de là, ses genres favoris vont petit à petit se dessiner. L'horreur, la science-fiction et le western. Ces 3 genres sont très importants à prendre en compte car c'est ceux-ci qui vont définir toute sa filmographie. Plus tard, il déménage à Bowling Green, une ville très conservatrice dans le Kentucky. Ses habitants profondément croyants et racistes vont alors le choquer et celui-ci va se sentir seul et incompris. Dans ce contexte si particulier, le cinéma est vu pour lui comme un moyen de fuir cette réalité. À cette période, il obtient sa toute première caméra et s'amuse alors à tourner des courts-métrages d'horreur et de science-fiction. 1959 est une année à retenir. Il découvre pour la première fois Rio Bravo, d'Howard Hawks, un western qui va avoir un impact décisif sur sa volonté de devenir réalisateur. Après des années au lycée où il se fait chier, il commence la composition de musique et en 1968, âgé de 20 ans, il déménage à Los Angeles pour s'inscrire à la prestigieuse Université de Californie du Sud en section licence de production cinématographique. Alors, il fait la rencontre de 2 personnes qui vont être extrêmement importantes dans sa carrière, Nick Castle et Dan O'Bannon. Pendant 3 années, il apprend différentes techniques de réalisation, d'écriture de scénario ou encore de montage. En 1969, alors en 2e année d'études à l'USC, John Carpenter a la possibilité d'assister au tournage du film Des fraises et du sang de Stuart Hagman, mais celui-ci refuse, préférant ne pas quitter son école. Avec 3 camarades de classe dont Nick Castle parlait plus tôt, il décide de se consacrer à un autre projet intitulé The Resurrection of Broncho Billy, court-métrage racontant l'histoire d'un jeune homme rêvant de devenir un cow-boy. Cependant, Carpenter n'est pas à la mise en scène. Ici, c'est James Rokos, mais celui-ci officiant en tant que co-scénariste, monteur et compositeur. À l'aide du producteur John Longnecker, lui et ses amis financent le court-métrage pour $3000. En 1970, The Resurrection of Broncho Billy est un succès, remportant au passage l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction. The winner is The Resurrection of Bronco Billy, John Longnecker. Congratulations. Congratulations, John. I think our cast was marvelous, especially Johnny Crawford and Kristen Nelson, who I can see right now. It's really a Johnny Crawford picture. And for the filmmakers, Jim Rokos, Nick Castle, and John Carpenter. En 1971, Carpenter quitte l'école, diplômé. Il bosse alors sur son premier long métrage, Dark Star, dont le travail débute dès 1970 à l'occasion de son film de fin d'études. Avec son ami Dan O'Bannon, dont nous avons parlé plus tôt, il souhaite réaliser une comédie de science-fiction, dont l'histoire serait celle de membres d'un équipage d'un vaisseau spécial chargé de détruire des planètes instables. Au départ, le projet est nommé Planetfall, sous forme d'un court-métrage de 45 minutes tourné avec un maigre budget de $6000. Mais lorsque celui-ci sort de l'école, le cinéaste est approché par un producteur canadien, qui investit alors dans son projet, suffisamment pour le transformer en long métrage.
Un second producteur, Jack Harris, donne des fonds supplémentaires pour aider l'équipe à tourner de nouvelles séquences. Avec une rallonge de 60 000 $, le film bénéficie d'un nouveau montage et peut être distribué en salle. Pour sa première expérience, John Carpenter enfilera plusieurs casquettes. Réalisateur, compositeur, producteur, co-scénariste, notamment avec Dan O'Bannon, qui sera à l'origine d'un scénario de film pas très connu. Malgré le fait que le film fut diffusé en salle limitée, dû à son budget serré, il a reçu un très bon accueil critique, remportant le Saturn Award des meilleurs effets spéciaux en 1976, nommé au prix Hugo du meilleur film et au prix Nebula du meilleur scénario. Même si le film est un succès critique, John Carpenter doit, par la suite, se contenter d'écrire des scénarios, d'en vendre pour gagner sa vie. Mais un scénario va attirer la Columbia, Eyes, un projet ayant subi plusieurs modifications. Alors au départ, le script retient l'attention du studio qui souhaite en faire un film où Barbara Streisand tiendrait le premier rôle. Cependant, l'actrice quitte rapidement le projet en raison des modifications scénaristiques imposées par le studio. Carpenter, lui aussi insatisfait, dû au traitement réservé à son scénario, en fait de même, et la réalisation échoua finalement à Irving Kershner. Quelques années plus tard, le film sera rebaptisé Les yeux de Laura Mars, sortant dans les salles en 1978. Avant que la Columbia n'achète Eyes, deux producteurs, Joseph Kaufman et Stein Kaplan, avaient également fait part aux réalisateurs de leur intérêt pour son script. En 1975, Carpenter leur rédige en guise de dédommagement un nouveau scénario, qu'il termine en 8 jours. Le synopsis s'inspire du film Rio Bravo. Selon les dires du cinéaste, il s'agit en fait d'une adaptation moderne et urbaine du film. Si au début, les deux producteurs souhaitaient chacun financer un film de Carpenter, ils décident finalement d'investir la totalité de leur argent dans ce projet, offrant en outre au réalisateur une totale liberté artistique. C'est ainsi que naquit le vrai premier film de Carpenter, Assaut, tourné en 20 jours avec un faible budget de 100 000 $. Cependant, le film fut confronté à des problèmes de censure lors de sa distribution, dû à une scène montrant une fille assassinée de sang-froid. La Motion Picture Association of America menace le réalisateur de supprimer cette scène, sous peine d'attribuer le film la mention classement X, exclusivement réservée au public adulte donc. Se pliant donc à la volonté de la MPAA sur les conseils de son producteur, Carpenter décide de supprimer la scène sur la copie qu'il confie à l'association. Malgré tout, le film est distribué avec le montage original, incluant donc la fameuse scène. Après le visionnage d'Assaut, lors du festival du film de Milan, les producteurs indépendants Irwin Hablans et Mustafa Akkad sollicitent le cinéaste de réaliser un film d'horreur mettant en scène un tueur masqué. Carpenter accepte et commence, lui et sa femme, Deborah Hill, à écrire le scénario intitulé The Babysitter Murders. Celui-ci sera bouclé en 3 semaines. Akkad avance par la suite 325 000 $. Pour la production du film, mais celui-ci reste inquiet quant au possible succès de ce dernier dû à son faible budget. Cependant, il dira « Carpenter a écrit une histoire excellente, pleine de suspense. Il avait confiance dans le projet, cela m'a suffi. » Le film est rebaptisé Halloween, après une suggestion de Hablans qui souhaitait que l'action se déroule durant la nuit du 31 octobre. Concernant le rôle principal, John Carpenter fait appel à une actrice encore inconnue, Jamie Lee Curtis. C'est aussi la première fois qu'il fait appel à un acteur renommé, Donald Pleasance, ayant joué dans La Grande Évasion ou dans On ne vit que 2 fois. Mais alors, qui serait capable d'incarner l'icône de ce film, Michael Myers? Quel acteur en serait capable? Eh bien, il y en a 3 dans le film. Alors le premier que tout le monde retient, c'est Nick Castle, parlé plus tôt. Il fera les principales apparitions du personnage. Tony Moran participe à la scène où il est démasqué. Et enfin, Will Sandin pour la célèbre scène d'introduction où Myers n'est encore qu'un enfant. Comme Assaut, celui-ci est réalisé en une 20aine de jours, de mars à mai 1978. Celui-ci sort aux États-Unis en octobre 1978 dans le cadre du Festival international du film de Chicago. Lors de sa sortie, le film est un immense succès, engrangeant plus de 70 millions de $ dans le monde. Celui-ci devenant l'un des films les plus rentables du cinéma. Si le film est un succès commercial, c'est aussi un gros succès critique, devenant directement un énorme classique de l'horreur. Gagnant au prix critique au Festival d'Avoriaz en 1979 et étant nommé aux Saturn Awards dans la catégorie meilleur film d'horreur, vous l'avez compris, le film rafle tout. Mais alors, de quoi ça cause?
Halloween de John Carpenter. Nous sommes le 31 octobre 1963, à Haddonfield. Pendant la nuit d'Halloween, le jeune Michael Myers, âgé de 6 ans, assassine sa sœur, Judith, à coups de couteau de cuisine. Alors interné dans un hôpital psychiatrique pour 15 ans, avant d'être jugé à l'âge de 21 ans. Cependant, lors du transfert en vue de son procès, il parvient à s'évader et retourne à Haddonfield en direction de sa maison d'enfance. Son psychiatre, le docteur Loomis, tente alors de prévenir ses chefs du fait de la dangerosité de Myers, mais en vain. Il décide de se lancer à sa poursuite. Suivant un groupe de 3 lycéennes, Michael Myers semble porter une grande attention sur l'une des 3, Laurie Strode, s'étant trop approchée de sa maison d'enfance. Dans la soirée, celle-ci va faire du babysitting et elle sera en grand danger. Les victimes s'enchaînent, mais le docteur Loomis parvient à sauver in extremis Laurie à coups de feu. Malheureusement, Michael Myers disparaît. Après avoir vu que le film est un réel succès, on peut naturellement se poser la question suivante. Pourquoi c'est culte ? Si Halloween a autant marqué les esprits à l'époque, et même toujours aujourd'hui, c'est pour une raison assez simple. Il a apporté de la nouveauté dans un genre qui se perdait. Revenons donc dans le passé. Avant la sortie d'Halloween, les films d'horreur avaient 2 principaux sous-genres. Les films de zombies et les films paranormaux. Ceux-ci ont connu un grand succès auprès du public dans les années 60-70. Mais un phénomène sociétal va bouleverser ce paysage si bien installé, l'obsession grandissante des médias pour les tueurs en série. Que ce soit Ted Bundy, John Wayne Gacy, leurs crimes ont suscité l'intérêt des médias, générant un véritable engouement. La presse comme le public étaient fascinés par ces monstres. C'est alors que petit à petit, la mode dite du tueur en série dans les films va exploser auprès du grand public. Psychose, Le Voyeur, Le Boucher, Frenzy, des films étant inspirés de vrais tueurs, mais d'autres sont apparus que ce soit purement fictif ou non. On a compris que dans les années 60-70, la mode du film d'horreur était réservée aux tueurs en série. Mais cela n'explique toujours pas l'énorme succès d'Halloween. Pour réellement comprendre son succès, il faut s'intéresser à un sous-genre du cinéma d'horreur très connu, avec des codes très simples, ayant atteint son apogée dans les années 80, le slasher. Alors, définir le slasher est très simple, mais son histoire est un peu plus compliquée. Posons-nous d'abord la question, qu'est-ce qu'un slasher ? Un slasher est un sous-genre du cinéma d'horreur qui consiste à mettre en scène un tueur mystérieux, traquant plusieurs victimes, généralement un groupe de jeunes ados, pour ainsi les tuer un par un. Machette, couteau, hache, tronçonneuse, etc. Tout est bon pour décimer un maximum de monde. Là vous vous dites, mais attends, je connais masse films comme ça. Eh oui, Vendredi 13, Freddy les griffes de la nuit, Chucky, tous ces films sont des slashers ou possèdent des caractéristiques qui pourraient s'en rapprocher. Eh bien, vous voyez ces films, sans Halloween, ils n'existeraient pas. Alors non, je vois déjà venir, Halloween n'a pas inventé le genre du slasher, mais l'a démocratisé et modernisé. Vous allez me demander, qui a inventé ce genre ? Eh bien, un peu tout le monde. Comme souvent, on n'invente pas quelque chose comme ça, sur le tas. C'est le résultat de plusieurs influences. Et le slasher en est un très bon exemple. Bon, une chose est sûre, le film Psychose d'Alfred Hitchcock, sorti en 1960, est l'une des principales influences qui ont poussé la création du sous-genre. On pourrait dire de même du Voyeur de Michael Powell, sorti la même année. Plus tard, d'autres films vont de plus en plus codifier le genre, notamment dans les années 70 avec le giallo italien. Black Christmas, sorti en 1974, est souvent décrit comme le vrai premier slasher à être sorti. Cependant, c'est bel et bien Halloween de John Carpenter qui va poser les codes du genre. C'est alors que le genre va connaître un immense succès dans les années 80, créant de véritables icônes comme Chucky, Freddy Krueger, Jason Voorhees. Malgré tout, le genre va s'essouffler peu à peu, notamment dû aux innombrables suites de Freddy ou encore d'Halloween. Cela semblait signer la mort du genre, mais dans la fin des années 90, il connaîtra un second souffle, dû à Scream de Wes Craven, sorti en 1996, qui avait déjà participé au genre avec Les Griffes de la Nuit en 1984. Concernant le slasher, cela pourrait aller au-delà des années 60, avec des influences sortantes du 7e art comme de la littérature et les romans d'Agatha Christie. Mais bon, si on continue dans ce sens, on va arriver dans les influences d'influence. On comprend donc pourquoi Halloween est un pilier du cinéma d'horreur, et cela va aller au-delà du genre horrifique.
Si comme on l'a vu, Halloween a révolutionné le paysage horrifique en démocratisant tout un sous-genre du cinéma, il a aussi influencé le cinéma tout court. On retrouve dans plusieurs films, dans plusieurs genres, des clins d'œil ou de fortes inspirations. Que ce soit dans sa mise en scène, la scène d'introduction en est un bon exemple. La réalisation grandiose de Carpenter a su toucher d'autres réalisateurs au fil du temps. Carpenter a révolutionné la façon de filmer et de mettre en scène un personnage. Il a su comment l'iconiser, le mettre en valeur. Cette façon de filmer qui paraît si simpliste ne l'est pas. Tout au long du métrage, le rythme s'accélère, on commence par quelque chose de très lent car la menace est loin, puis au fur et à mesure que le mal se rapproche, le montage et la réalisation augmentent en intensité. Ces choix de mise en scène peuvent paraître futiles, mais c'est loin d'être le cas. Car sans celle-ci, Halloween ne serait pas ce qu'il est, et que beaucoup de productions n'auraient jamais vu le jour. Si le film a eu un énorme impact sur les productions horrifiques dans les années 80, ce même impact a su voyager à travers les genres. C'est connu, au cinéma, les genres se mélangent. Si dans les années 80, le genre à la mode c'est le slasher, chaque décennie a son genre favori. Dans les années 90, c'est le fantastique qui prend le dessus. Fin des années 90, le found footage rencontre un véritable succès dû au projet Blair Witch, donnant toute une flopée de found footage dans les années 2000, comme Paranormal Activity, REC, pour ne citer que les plus connus. Dans les années 2000, c'est le torture porn qui devient populaire, dû au succès de Saw. Et enfin, dans les années 2010, on semble faire un retour au genre du paranormal, comme avec Conjuring ou Insidious. Vous comprenez donc que lorsqu'un genre du cinéma d'horreur devient populaire, c'est dû à un succès inattendu, qui démocratise et redéfinit les codes. Chaque décennie a droit à son Halloween. Et finalement, celui-ci continue à influencer, et des suites sont toujours en chantier. Halloween n'est pas juste un simple film. C'est un réel phénomène de société. Je sais que ce genre de phrase fait très bateau, mais c'est la réalité. Regardez autour de vous. Aujourd'hui, tout le monde connaît le masque emblématique de Michael Myers. Dès les premières notes du thème, la musique nous est familière, sans même avoir déjà vu le film. Nos parents connaissent par cœur les slashers les plus cultes. Demandez-leur, Freddy, Chucky, Leatherface ou encore Jason, ils les connaissent tous. Que l'on soit fan ou non du cinéma d'horreur, on connaît leurs masques, leurs déguisements par cœur. Et si ces films dont tout le monde connaît le nom existent, c'est grâce à Halloween. De par sa réalisation millimétrée, ses personnages hauts en couleur, sa bande son cultissime et sa démocratisation d'un genre, tout était réuni pour que cela marche. Halloween et Michael Myers sont des symboles de l'horreur, et cela depuis plus de 40 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas trop été actif ces derniers temps, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. La raison elle est simple, j'avais pas mal de sujets, mais malheureusement j'ai pas su comment les réaliser. J'avais commencé à bosser sur un gros projet début août, comme celui que vous avez vu sur Genet, mais le sujet étant beaucoup trop vaste et beaucoup trop complexe pour moi, j'ai décidé de l'annuler. Du coup j'ai commencé à taffer sur celui-ci mi-août, j'ai noté quelques idées et j'ai commencé l'écriture en septembre. Comme ça me tenait à cœur, j'ai décidé de prendre mon temps et je pense que ça se voit et que ça se ressent. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, mais surtout le plus important, à vous abonner et à activer la cloche. Allez, salut à tous, c'était Wax.